BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, on passe à la politique, ou on revient à la politique avec David Lester. Bonjour, président de la régionale libérale de Bruxelles, donc l'antenne bruxelloise du mouvement réformateur. On doit contraindre les chômeurs à travailler. C'est une nouvelle ligne de partage entre la gauche et la droite ? J'ai entendu votre édito, il est assez bon. En fait, on a un constat ici, c'est qu'on a depuis trop longtemps plus de 125 métiers en pénurie qui sont en fait la même liste depuis 10, 15, 20 ans. En parallèle de cela, on voit toute une série d'employeurs qui nous disent « mais nous, on cherche désespérément toute une série de personnes ». Je vais vous prendre un exemple, c'est Bruxelles. On sait qu'à Bruxelles, on doit rénover le bâti. Plus de 70% des émissions de CO2, c'est du bâti. On a besoin de plafonneurs, de couvreurs, de maçons. Mais en réalité, on va les chercher parfois en Pologne, parfois encore plus loin, pour nous aider ici, à Bruxelles, à baisser notre émission de CO2. Et donc, ce que nous proposons ici, c'est après 2 refus d'offres d'emploi et 2 refus de formation, donc c'est quand même 4 refus. Alors oui, on voudrait que la personne se dirige automatiquement vers un des 125 métiers en pénurie pour le moment. Donc c'est 4 refus, et non pas l'un ou l'autre. C'est 2 et 2. Ouais. 2 et 2. Ça s'appliquerait donc, votre proposition, à la région bruxelloise comme à la Wallonie, puisqu'on sait que cette proposition a été formulée par Georges Boucher, donc ça concerne bien également la région bruxelloise. Ça veut dire que vous allez déposer des textes en ce sens au Parlement. C'est au fédéral, a priori, qu'on doit gérer cette question ? Alors non, parce que l'activation des chômeurs a été régionalisée, et donc en effet, c'est à la fois Actiris ou Forum d'un côté. Ça veut dire que si vous reveniez dans une majorité à Bruxelles, vous souhaiteriez implémenter cette mesure ? Ce serait sur la table de négociation, oui. Ouais. Est-ce que, comme la NVA, vous souhaitez qu'on puisse limiter les allocations de chômage dans le temps ? On sait qu'il y a une dégressivité. La NVA demande d'aller plus loin et de dire il faut qu'au bout d'un certain temps, on supprime les allocations de chômage. C'est une ligne que vous pourriez suivre ou pas ? Le chômage, c'est une logique assurantielle. On l'oublie un peu trop souvent, mais en réalité, vous cotisez lorsque vous travaillez pour avoir droit au chômage. En Belgique, on a en fait rendu ça éternel ou pérenne. Et donc, il y aurait un sens, quelque part, à se dire, si vous avez travaillé autant d'années, vous avez droit au chômage pendant autant d'années, et puis après cela, en effet, vous ne tombez pas sans rien. Je suis président de CPS, je peux vous dire que vous arrivez au CPS. Vous savez, les montants, parfois, qui sont la différence entre le dernier montant d'une allocation de chômage et le premier montant d'une allocation que vous recevez au CPS, c'est souvent pas très très énorme, mais par contre vous avez alors là un suivi qui est beaucoup plus individuel, beaucoup plus particulier et parfois plus efficace. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose dans l'imaginaire et dans l'image que ça renvoie d'être au chômage que d'être dépendant du CPS. D'où l'idée peut-être aussi de revaloriser, je crois, le travail des CPS, la fonction du CPS. C'est vrai que souvent on a l'impression qu'on relègue en fait les gens au CPS. Au contraire, parfois c'est un meilleur tremplin même que l'ONEM ou Forum ou Actiris. Alors je vous interroge sur ce débat, celui des chômeurs, qui fait suite à un autre débat qui est celui des pensions. On va revenir sur le fond dans un instant, mais sur la forme, comment est-ce que vous expliquez que les socialistes francophones et les libéraux francophones dont vous faites partie soient à ce point en opposition, alors qu'à l'exception de Bruxelles, mais en Wallonie, au fédéral, vous gouvernez ensemble ? En fait, il y a eu une méthode qui est classique, et c'est vrai que d'autres politiques l'ont fait avant, de Madame Lallieu, qui a été de présenter à toute la presse vendredi matin, avant même de le présenter au gouvernement. Donc c'est de la faute de Karine Lallieu. Son plan. Si Georges Boucher et Paul Magnette s'échangent des amabilités. Et donc c'est vrai qu'à partir de là, une partie du contrat a été rompue. Et donc quand en plus on a lu son plan, on réalise qu'il ne s'inscrit pas dans l'accord de gouvernement, qui avait déjà été âprement négocié. Et donc automatiquement, il a fallu réagir. C'est vrai que les tensions étaient assez exacerbées ce week-end, ça je le reconnais. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on est aussi là pour défendre un projet politique, et on savait aussi que très certainement avec cette Vivaldi, le débat n'allait pas se limiter aux frontières des élections. Il allait probablement se porter sur tout au long de la législature. Elle est encore solide, cette coalition, elle va tenir jusqu'en 2024. Oui, je pense honnêtement, je suis assez optimiste. C'est vrai qu'il y a un choix et un débat politique assez lourd avec les présidents de parti, comme vous l'avez dit. Mais au sein même du gouvernement, il y a une volonté d'être le plus constructif possible, ce qui n'empêche de... Donc les présidents peuvent se taper dessus, tant que les ministres travaillent ensemble, ça va. Ça n'empêche que les ministres ne se tapent pas dessus non plus, ça je vous rassure. Ouais. Ça, ils sont 7. Mais ça pose tout le débat aussi du système belge. Ils sont 7 à la Vivaldi. Moi, j'ai toujours, mais c'est à titre personnel, plaidé pour un système beaucoup plus majoritaire que l'actuel, qui en réalité, pour moi, est beaucoup plus un frein qu'autre chose, à la portée de projet. Parce que comment est-ce que vous voulez vous mettre... Et c'est déjà vous mettre d'accord à 2 le soir sur ce que vous voulez manger ou aller voir au cinéma. Imaginez à 7
politique. Ça veut dire qu'on doit C'est très renoncer à la compliqué. proportionnelle et passer dans un scrutin majoritaire? Moi, Ce serait plus simple? Moi, je suis favorable à ça, oui. Ouais. Je reviens sur les pensions. Oui. Qu'est-ce qui vous a choqué dans les propositions de Karine Lallieu? Plusieurs éléments. Un, je n'ai en tout cas rien vu en termes de pénibilité. C'est un gros débat qui avait été porté par Daniel Baclen à l'époque. Vous savez, c'est quoi? C'est le principe de dire, vous êtes infirmière par exemple, parce qu'on considère que le métier est pénible, vous pouvez partir plutôt à la pension. Il y a comme ça toute Donc une... ça, il faut garder ce genre d'incitant. Absolument, mais il n'y a pas pour le moment... Pour l'instant, il n'y a pas eu d'accord avec les partenaires sociaux sur ce débat-là. Mais à l'époque, avec Daniel Baclen, on était à quelques semaines d'avoir un accord avec le secteur privé et le secteur public. Et puis c'est tombé à cause du pacte de Marrakech. Mais donc, il est possible d'avoir un accord avec les partenaires sociaux en la matière. C'est hautement nécessaire. Il y a l'autre volet qui est aussi la soutenabilité financière de la réforme. C'est vrai que Madame Lallieu dit qu'elle veut une réforme qui prenne en compte la justice sociale. La justice sociale, c'est aussi assurer qu'on ne reporte pas la facture à ma génération ou aux prochaines Elle dit que ce serait budgétairement neutre à l'horizon 2040. Nous avons des gros doutes par rapport à ça. Ouais. Ouais. Vous ne croyez pas ces chiffres? Non. Ouais. Sur l'idée qu'on doit pouvoir partir à partir de 60 ans, 42 ans de carrière. Vous n'êtes pas d'accord? Mais en fait, la Belgique était, jusqu'à Daniel Baclen, un des pays où on partait, européen, où on partait le plus tôt à la pension. C'est 59 ans. On a pu remonter ça à 62 ans maintenant. Donc en quelques années, ce qui est plutôt c'est la moyenne, pas mal. Puisque l'âge légal de la pension, ce sera bientôt 67 ans. Avant, c'était 59, voire même avant. Et donc, c'est vrai que si vous regardez justement les tableaux budgétaires par rapport au financement de la pension dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, il faut qu'on travaille sur cet âge de départ à la pension. Donc on doit tous se préparer à travailler plus longtemps? Oui. Y compris ceux qui ont eu des carrières longues, qui ont commencé à travailler à 18 ans? Et c'est justement ce dont je vous parlais avant, c'est tout l'intérêt de pouvoir développer une réforme de la pénibilité. Si vous avez opéré un travail qui est dit pénible tout au long de votre carrière ou en partie de votre carrière, il est normal que vous partiez plus tôt. Mais il faut pouvoir faire un ajustement entre vous et d'autres. Il y aura une négociation entre socialistes, libéraux et puis les autres partenaires du gouvernement, parce qu'il y a aussi des néerlandophones. Absolument, et puis aussi des écolos. On aura une réforme des pensions dans les mois qui viennent. On le doit. Écoutez, c'est vrai, c'est particulièrement frustrant qu'on ne l'ait pas eu encore plus fortement lors du dernier gouvernement. Ce coup-ci, on ne peut plus trop se louper, parce qu'on arrive en 2024 après. Regardez l'évolution du financement de la sécurité sociale, dont les pensions. C'est reporter en fait une injustice sociale sur les prochaines générations. C'est trop dangereux. Alors, je voudrais qu'on parle de Bruxelles et de l'hypothèse qu'on étende l'usage du Covid Safety Ticket, donc notre passe sanitaire formule belge, et la demande formulée publiquement par Rudy Vervoort qu'on puisse l'utiliser avec des jauges plus basses et dans des secteurs où pour l'instant ce n'est pas utilisé, par exemple les salles de sport, par exemple peut-être l'Horeca. Vous y êtes favorable ou pas? Deux éléments. Le premier, c'est que nous, philosophiquement, on a toujours été assez opposés à la logique de diviser la société en deux. J'ai lu que... Mais on sait qu'à Bruxelles, on a des taux de vaccination qui sont insuffisants. J'y arrive. J'ai lu que Marius Gilbert nous suivait d'ailleurs ce matin dans son livre. Il parle de la même chose. Donc, ce sont les mêmes arguments. Nous, il y a un élément par contre, c'est qu'on veut éviter toute fermeture, quelle qu'elle soit. Et donc, si à un moment donné, il faut sur la table mettre tous les outils possibles, on mettra tous les outils possibles. Mais on pense qu'appliquer un pass sanitaire uniquement sur les 19 communes de Bruxelles, ça n'a en plus pas beaucoup de sens. En France, ils l'ont fait, c'est vrai. Ça a permis d'augmenter le taux de vaccination, je reconnais ça. Mais sauf que c'est sur l'ensemble du territoire. Ici, vous le faites uniquement sur les 19 communes. Si vous ne voulez vraiment pas vous faire vacciner, vous allez à une salle de sport ou à un Horeca un peu plus loin, et donc alimenter l'économie flamande ou l'économie wallonne. Ça, on trouve que ça n'a pas de sens. Ça veut dire que vous allez vous opposer à ce projet, parce qu'on sait que pour pouvoir le faire, il faut un accord de coopération, donc il faut l'accord du fédéral, mais aussi des régions, notamment de la Wallonie, où vous êtes dans la majorité. Oui. Vous allez le bloquer ou pas? Non, nous respectons l'indépendance des régions, et donc si... Donc il n'y aura pas de blocage de la part du mouvement réformateur, contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, par exemple, vendredi. C'est la région bruxelloise. Alors on demande la liste ici, de où jusqu'où ils veulent étendre ce Covid Safety Ticket, mais si la région bruxelloise veut le faire, c'est son autonomie. Et donc elle pourrait le faire pour l'Horeca, pour les salles de sport, éventuellement. Ça veut dire que c'est un échec quand même de la vaccination. Jean-Luc Cruc, vous dites on ne veut pas de mesures différenciées. Jean-Luc Cruc, ministre wallon, mouvement réformateur, a quand même dit peut-être qu'on doit passer par l'obligation vaccinale à Bruxelles. Ça, c'était une mesure très différenciée quand même. C'est une mesure très différenciée, oui. Ouais. Mais en fait, il y a un élément, et vous allez dire que je fais un peu de politique ici, mais si vous regardez les 2 mois de vacances... C'est votre boulot. Je suis là pour ça, merci. Mais donc, si j'ai peur d'un édito demain matin, vous comprenez donc, mais on trouve que le devoir de vacances du gouvernement bruxellois n'ont pas été faits. Vous savez, on a eu sur un mois de temps à peine 3% de première dose injectée en plus. Et donc, en fait, ce que l'on reproche, c'est qu'il y a eu toute une série de mesures qui sont appliquées maintenant, beaucoup plus locales. Les vaccibus, les centres locaux, les centres commerciaux, qu'on nous avait promis avant les vacances. Donc ça arrive trop tard. 2 mois trop tard, minimum 2 mois trop tard. Qui est responsable de ce retard? Le gouvernement bruxellois.
Dans son ensemble. Dans son ensemble. Ça n'est pas le fait que d'une personne. Vous savez, lorsqu'on a eu la première crise ou le premier confinement au niveau fédéral, à un moment donné, la crise était tellement vaste qu'ils se sont répartis les rôles. On en rigolait même, mais en fait, ça avait quand même une certaine efficacité. Ici, tout est concentré sur un seul homme. Je pense qu'il y a un abandon de ses collègues et c'est très dangereux pour Bruxelles dans son ensemble. Et l'homme dont vous parlez, c'est Alain Marron, Par exemple. qui se retrouve donc seul. Seul. Trop seul. Trop seul. Merci beaucoup. Merci David à vous. Lester, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes le président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur, par ailleurs député bruxellois et président du CPS à Watermal-Boisfort. Merci d'avoir été avec nous.